Bonjour à tous, c'est Charlotte Le Guénic de l'ATBVB, l'association des techniciens de bassin versant breton. Donc, bienvenue à cette webconférence sur la complexité des relations prédateurs-proies au sein des agroécosystèmes bocagers. Donc, aujourd'hui, c'est David Roland de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-d'Armor qui interviendra tout le long de cette webconférence. Donc, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, donc la TBVB m'a sollicité pour vous parler de la complexité des relations prédateur-proie au sein des agrosystèmes bocagers. On avait abordé à l'UDEAC l'année dernière l'intérêt de la haie et son attrait pour l'accueil d'un grand nombre d'espèces. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu à l'après-vert passé en revue les différentes espèces qui pouvaient fréquenter les différents compartiments constituant une haie. La TBVB avait souhaité aller un petit peu plus loin dans la démarche et aborder donc la notion de prédation. Donc donc les espèces ont des relations entre elles, évidemment, et il y en a une qui est la prédation. Donc on souhaitait un petit peu approfondir ce point et vous expliquer un petit peu les différentes conséquences que ça peut avoir, l'acte de prédation sur les différentes proies et comment notamment on peut utiliser cette action complètement naturelle dans la régulation des ravageurs de culture et optimiser en fait nos paysages pour qu'ils soient un maximum fonctionnels en la matière. Donc pour vous rappeler, donc la haie est un élément donc structurant du bocage. Elle est constituée de divers compartiments qui constituent autant de microbiotopes puis de micro-habitats pour les espèces qui les utilisent, en lien avec l'adaptation en fait aux conditions du milieu. À chaque niche, on en parlera tout à l'heure, correspondent des biocénoses qui s'organisent en communautés singulières qui interagissent. Au niveau des relations entre les êtres vivants, eh bien, elles sont soumises à différentes pressions et notamment soumises à ce qu'on appelle des facteurs écologiques ou biotiques, et entre autres. Donc, quelle que soit leur abondance et leurs exigences, toutes exercent les unes sur les autres des actions qui vont de l'antagonisme à l'union. Parmi les relations entre les êtres vivants, on peut par exemple citer l'indifférence, par exemple le neutralisme, lorsque un lapin de Garenne, une perdrix rouge ou un chevreuil fréquentent la même prairie pour s'alimenter. En fait, chacun ne s'occupe absolument pas de l'autre et va qu'à ses occupations d'alimentation en dépit de ce qui peut se passer autour si toutefois ce sont ces espèces-là qui l'encadrent. Ou alors des relations qui seront favorables, comme le commensalisme, c'est-à-dire, par exemple, l'utilisation d'un habitat créé par une espèce par d'autres espèces. Par exemple, on pourrait citer les coléoptères dans un terrier. Bon, il y a un terme pour appeler ce genre de fréquentation, c'est l'inquilisme. On pourrait aussi citer la fouine ou le rat sur mulot qui fréquentent nos greniers facilement. En autre relation favorable, on pourrait parler par exemple de la phorésie qui correspond à le transport de ces diaspores ou de soi-même pour se déplacer, c'est-à-dire utiliser un animal par exemple en s'accrochant à ses poils pour disperser et coloniser d'autres habitats. D'autres relations favorables, par exemple, l'exemple des épiphytes qui vont croître sur une autre plante ou un autre animal. On pourrait citer, par exemple, des fougères ou des mousses qui vont pousser sur le tronc d'un arbre. Voilà, eh bien, c'est des relations qui seront favorables, notamment à l'espèce qui utilisera ce support. On pourrait citer aussi la synergie, par exemple, le cas des fabacées, les légumineuses, qui vont en captant l'azote de l'air, eh bien, alimenter le sol, qui lui-même, en se transformant en nitrate, eh bien, profitera à la croissance d'autres espèces végétales. On pourrait aussi citer la coopération, par exemple, un des exemples régulièrement cités lorsqu'on parle des relations interespèces dans les milieux naturels ou pas d'ailleurs, c'est l'exemple de la pollinisation où une plante a besoin d'un insecte pour pouvoir assurer sa reproduction. On pourrait aussi citer comme autre relation favorable la symbiose, comme les lichens, qui est une relation étroite entre une algue et un champignon.
Alors, certaines relations ne sont pas si favorables et présentent des antagonismes. Par exemple, on pourrait citer la compétition chez les végétaux, hein, par exemple pour accès à une ressource nutritive ou la lumière, ou chez les animaux, forcément, une compétition pour accéder à une ressource alimentaire. On pourrait citer aussi en termes de relations antagonistes l'amensalisme, qui par exemple pourrait correspondre à la production d'une substance nocive, inhibitrice ou mortelle qui contraindrait en fait la croissance d'autres concurrents. Là, on pourrait citer par exemple des fougères qui, en produisant des alcaloïdes, eh bien, contraignent le développement d'autres végétaux à proximité immédiate. On pourrait citer aussi le parasitisme ou la prédation. Alors, on va aborder et insister et approfondir ce qu'est la prédation. Donc, c'est l'objet de cet extrait. Donc, la prédation correspondra donc à l'utilisation d'une espèce par une autre pour s'en nourrir. Ce processus écologique est essentiel d'abord pour l'individu pour pouvoir survivre, mais également dans le contrôle des populations. À l'origine, en remontant quelques étapes d'actes de prédation, eh bien, il y a toujours une plante capable de synthétiser la matière organique via ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que les végétaux sont à l'origine de toutes les chaînes alimentaires. Voilà un terme qu'on va être amené à utiliser plusieurs fois au sein de cet exposé. Et dans une communauté, eh bien, il existe donc de multiples chaînes alimentaires différentes qui s'enchevêtrent et constituent un inextricable réseau alimentaire qu'on appellera le réseau trophique. On classe les prédateurs selon différents degrés de spécialisation. Il y a par exemple des monophages, donc des espèces qui ne s'alimenteront que d'une seule ressource alimentaire. Par exemple, prenons le charançon du poirier qui ne consommera que du poirier, ou le gazé, par exemple, un papillon diurne hein, dont la chenille ne pourra s'alimenter que d'aubépine. D'autres degrés de spécialisation, l'oligophagie, donc certaines espèces vont être quand même des spécialistes de la consommation de certaines espèces ou certaines familles ou groupes d'espèces. Par exemple, on pourrait citer le moyen-duc ou la vipère pédiatre qui, toutes ces deux espèces vont être consommatrices de micro-mammifères sans être quand même hyper spécifiques. C'est-à-dire qu'elles s'alimenteront aussi bien d'un campagnol des champs qu'un mulot. D'autres espèces seront polyphages. Donc là, on aura affaire à des espèces beaucoup plus ubiquistes dans leur régime alimentaire. On pourrait citer par exemple le renard roux, le blaireau ou le sanglier. Donc là, vont être des espèces particulièrement omnivores et donc auront la capacité d'utiliser énormément de ressources de leur territoire pour s'alimenter, que ce soit d'ailleurs des végétaux ou de la ressource animale. Donc, par rapport à ces spécialistes, en fait, généralement, dans la nature, on rencontre plutôt, notamment par rapport aux consommateurs de végétaux, des espèces qui vont être plutôt spécialistes. C'est-à-dire qu'un végétal unique offre différents sites colonisables par des phytophages, mais il ne s'adressera, ce sera à destination que quelques phytophages, donc des espèces vraiment spécialistes, ou plus généralistes, c'est-à-dire que certaines aussi seront amenées à utiliser plusieurs espèces de plantes pour s'alimenter. Parmi les phytophages, qui seront plutôt spécialistes, seront consommés, eux, par un grand nombre d'entomophages. Généralement, le cortège de prédateurs sera plus large et plus développé que le cortège d'espèces proies. Ce qui veut dire que dans un habitat, lorsque on a une diversité floristique, forcément, on sera amené à favoriser une diversité animale, une diversité donc de consommateurs végétariens, puis derrière un grand nombre de prédateurs qui seront amenés à consommer ces consommateurs de végétaux, qu'on appelle par ailleurs des déprédateurs. Donc on observe donc un relativement faible chevauchement de l'étage des phytophages. Par contre, on a un important chevauchement de l'étage des entomophages, puisque l'essentiel, je l'ai dit, des entomophages, donc des consommateurs, seront plutôt généralistes et pourront
consommer un grand spectre d'espèces consommatrices de végétaux. Alors, par rapport à la richesse des consommateurs, donc là, on a des prédateurs exclusifs, des prédateurs préférentiels, des espèces généralistes, mais également, il y a des espèces parasitoïdes qui sont amenées à prédater des êtres vivants, mais pour se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a l'action de tuer un animal pour le consommer, mais l'action aussi de tuer un animal pour favoriser sa reproduction. On y reviendra. Donc ici, à l'écran, une représentation schématique d'une cascade trophique. Donc on a ici un petit pied de chêne qui sera consommé par une chenille, par exemple, qui elle-même pourra être consommée par une mésange charbonnière ici. Dans la nature, donc, il y a une multitude de ressources végétales, il y a une multitude de consommateurs primaires, il y a une multitude de consommateurs secondaires, et donc ces différentes chaînes alimentaires, ces différentes cascades trophiques vont constituer des réseaux trophiques. Donc de manière très simple, on a les producteurs primaires qui sont consommés par des herbivores puis par des prédateurs. Si on avait affaire qu'à des réseaux de spécialistes, eh bien, les différentes chaînes alimentaires, les différentes cascades trophiques seraient juxtaposées et adjacentes les unes des autres. Sauf que dans la nature, en fait, on a énormément aussi d'espèces généralistes, donc qui ne vont pas consommer qu'une espèce proie ou qu'une ressource alimentaire, mais qui vont être amenées à faire preuve d'une certaine, ce qu'on appelle valence écologique, donc ils vont être capables de s'adapter à la ressource la plus disponible ou la plus facilement accessible pour s'alimenter. Et donc, vont aller faire le pic-assiette en consommant, par exemple, tantôt un lombric, tantôt un micro-mammifère, tantôt une mûre, tantôt des graminées. Et donc, ces réseaux de généralistes vont ressembler plutôt à ça, avec énormément d'interactions interspécifiques, et donc forcément engendrant des complexités dans l'examen et la compréhension du système dans lequel on pourra se trouver. Alors parfois, ces réseaux sont incomplets. Lorsque, par exemple, il y a une absence de prédateur, eh bien, le végétal sera consommé par un consommateur, puis ça s'arrêtera là. Mais généralement, ça s'arrêtera par rapport à la pression du milieu, qui sera qu'à un moment, si le prédateur a consommé l'ensemble, l'entièreté de sa ressource alimentaire, il disparaîtra. Ou parfois, le réseau peut être incomplet simplement parce qu'il n'y a plus de plante appétante. Alors, si la ressource disparaît, eh bien, le consommateur ou ses prédateurs directement ne pourront plus s'alimenter et seront obligés soit de migrer, soit disparaîtront. Alors ici, un exemple de chaîne trophique relativement développée, où on a une plante, ici c'est une photo d'un chêne pédonculé, qui sera consommé par un phytophage, ici donc l'exemple des cochenilles, des pucerons, qui elles-mêmes vont être parasitées donc, par des parasitoïdes, des espèces qui vont pondre dans le corps de ces consommateurs primaires, qui eux-mêmes pourront également aussi être parasités par des parasitoïdes secondaires. Donc on a une herbivorie, ici la cochenille qui consomme le végétal, une relation de parasitisme avec un parasitoïde qui va se reproduire en utilisant donc le corps de ces cochenilles, c'est alien, j'ai un schéma pour vous l'expliquer par la suite, et qui pourraient eux-mêmes être parasités par un autre parasitoïde, ce qu'on appelle l'hyperparasitisme. Une relation, ce qui sera quand même le plus commun, c'est que ces cochenilles donc elles vont consommer le végétal, mais elles vont être la source alimentaire de nombreux prédateurs, comme les araignées, comme les chrysopes, comme les coccinelles, et qui, ces prédateurs pourront eux-mêmes aussi être éventuellement parasités par des parasitoïdes. Ou alors, ces cochenilles, ces pucerons pourraient aussi engager des relations de mutualisme avec d'autres êtres vivants du système, comme les fourmis, qui vont en fait en prendre soin, qui vont quelque part les élever, une sorte d'élevage réellement, pour notamment consommer leurs déjections qui sont hyper sucrées. Et donc là, on a affaire à une relation de mutualisme, et donc ces fourmis ensuite vont être prédatées par d'autres prédateurs ou se faire parasiter par d'autres parasitoïdes. Donc voilà, donc là, on commence déjà à complexifier les relations interspécifiques
avec différentes formes de relations, hein, tantôt du mutualisme, tantôt de la prédation, tantôt d'autres aussi relations comme de la symbiose ou autre, qui fait que toutes ces espèces interagissent les unes avec les autres et complexifient la compréhension ou le fonctionnement de nos écosystèmes. Donc ça veut dire que si on veut réguler un prédateur d'un végétal, il faut faire en sorte de favoriser la présence de toutes les espèces qui ont la possibilité de limiter et de contrôler le développement et la reproduction de ces consommateurs. Donc il faut connaître un minimum de l'écologie de ces autres espèces. Donc ici, juste une autre petite représentation pour vous expliquer ce qu'est le parasitisme reproducteur et notamment l'effet d'un parasitoïde sur un puceron. Vous voyez, donc ici, c'est Ichneumon, hein, donc c'est un hyménoptère parasitoïde qui va pondre un œuf dans le puceron. Sa larve se développera, c'est relativement rapide, hein, ça prendra que quelques jours, ici 7 jours. La larve se développe, on consomme tout l'intérieur du puceron, donc qui constitue une ressource alimentaire. Puis au bout d'un moment, la larve va se nymphoser, donc elle va tisser un cocon à l'intérieur du puceron. Le puceron qui va commencer à enfler, qui va ressembler justement à une momie et mourir. Et ensuite, 5 jours plus tard, un adulte émergera du puceron momifié. C'est important de connaître cette relation et l'existence de cette singularité parce que les insectes parasitoïdes sont d'excellents auxiliaires de culture. Donc, ils ont un pouvoir de contrôle de la reproduction et de la dynamique de population des ravageurs comme les pucerons qui est assez efficiente. Alors, si forte est la rivalité en matière de compétition pour accéder à la nourriture que les prédateurs ont ajusté les techniques de chasse en développant notamment de véritables assortiments de spécialisation anatomique. C'est-à-dire que chaque espèce va se spécialiser pour être le plus performant possible et utiliser surtout une ressource alimentaire qui ne le serait pas par une autre espèce concurrente. Alors, on pourrait citer par exemple le bec ou les pattes des oiseaux, les canines des carnassiers ou d'autres singularités anatomiques rencontrées chez d'autres espèces. Ou alors des spécialisations comportementales, notamment en développant des techniques de capture, très élaborées. Par exemple, en disposant des pièges. Les araignées en sont très utilisatrices. Ou des formes de lasso, ou des leurres, ou des trappes, ou des filets, ou de la poursuite. Donc, différentes stratégies pour accéder à sa proie et sa ressource alimentaire et surtout, faire en sorte d'être le moins possible en concurrence avec d'autres espèces. Alors, je vous ai mis 2 exemples. Le premier, c'est donc même si ces espèces-là présentent vraiment des morphologies et des tailles foncièrement différentes, puisqu'une belette ne fera que quelques dizaines de grammes, alors qu'un blaireau mâle adulte peut faire 15 kilos. En fait, il y a eu des études qui ont démontré qu'en fonction de la taille en fait de leur canine, il y a une parfaite corrélation entre la taille de leur canine et la taille des proies consommées. Donc évidemment, entre un diamètre de canine chez une belette femelle qui fera environ 2 mm et la dent d'un blaireau qui en fera quasiment 8, évidemment, la ressource alimentaire ne sera pas forcément la même qui sera utilisée. Et puis surtout, c'est que au gré de cette croissance, ça permet d'accéder à des proies beaucoup plus grosses et donc forcément beaucoup plus énergétiques. Ici à droite, je vous ai mis des représentations, bon, c'est schématique et sous la forme d'une illustration, mais pour percevoir en fait les différentes spécificités dans la forme des pattes et des griffes, des cerfs, des oiseaux. Et où, en fait, certains auront développé des pattes faites plutôt pour marcher, mais certaines espèces, comme particulièrement les rapaces, mais aussi les cordidés ou les pigrièches, auront développé des cerfs acérés, hein, donc des griffes vraiment très développées avec des pattes puissantes, capables de capturer, de contrôler et de mettre à mort même une proie relativement forte. Par exemple, un aigle royal peut parfaitement tuer un chevreuil, même si ce n'est pas la proie qu'il va rechercher en priorité, mais pour dire que sur le plan anatomique, il a la puissance
de contrôler une espèce qui sera foncièrement 3 ou 4 fois plus lourde qu'elle. Chez nous, par exemple, un autour des ballons est capable sans problème de contrôler une corneille noire ou un pigeon ramier, qui est quand même un animal puissant qui peut faire plus de 500 grammes, alors qu'une buse variable sera de nettement moindre puissance et elle cherchera plutôt à consommer, à attraper et à donc capturer et mettre à mort des espèces de moindre taille, comme des micro-mammifères, style des campagnols, voire des lapros, rarement un lapin adulte, ou si c'est le cas, ce sera une espèce, ce sera un individu en mauvais état sanitaire. Donc un prédateur ne gère pas à proprement parler sa population de proie. Il en consomme généralement autant qu'il peut en capturer. Et s'il il a la capacité théorique de limiter cette population, qui est généralement dopée de capacités particulières pour éviter la capture par la fuite, par exemple le camouflage ou encore l'émission de substances toxiques. Un exemple, si les pucerons n'avaient pas de prédateurs, eh bien, ils se développeraient de telle façon que en 365 jours, ils auraient la capacité de couvrir le globe. Or, heureusement qu'il y a dans nos écosystèmes des prédateurs, par exemple, on citera la coccinelle, qui a la capacité de consommer de 100 à 150 pucerons par jour. Si on prend les carabes, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, eh bien, comment dirais-je, un Poecilus cupreus pourra consommer également quasiment une centaine de pucerons par jour. Alors, lorsqu'on sait il peut y avoir jusqu'à 800 000 individus à l'hectare, eh bien, vous voyez, vous percevez la capacité de contrôle que peuvent avoir ces prédateurs sur les espèces fourrages. Ici, un exemple pour démontrer que, en fait, plus une ressource sera disponible, plus l'espèce se spécialisera et la consommera en priorité. C'est-à-dire que les prédateurs ont pour habitude de pratiquer ce qu'on appelle la loi du moindre effort, c'est-à-dire qu'ils se dirigeront prioritairement sur la proie qui sera la plus facile d'accès ou celle qui aura le plus fort apport énergétique. Alors ici, un exemple avec le Carpocaps, qui est une espèce phytophage, un papillon dont les chenilles sont consommatrices de feuillage et de fruits chez le pommier. Donc ici, un graphique pour vous montrer le taux de prédation sur les larves de Carpocaps par des mésanges. Eh bien, on voit que plus le nombre de larves deviennent abondantes dans les pommiers, plus la mésange bleue ici va se spécialiser et les consommer. À tel point qu'elle peut avoir la capacité de contrôler jusqu'à 90%, occasionner jusqu'à 90% chez le Carpocaps 20 jours après le début de la consommation. Un autre exemple, ici, illustré par le pic et pêche sur la même espèce de ravageur, la larve de Carpocaps qui sera consommée par exemple par le pic et pêche, eh bien plus la larve devient abondante. Donc ici, c'est à l'échelle de mètres carrés de surface de tronc, puisque le pic et pêche a pour habitude de chasser en longeant les troncs. Eh bien, on voit que la capacité de cette espèce à réguler le Carpocaps est forte, puisqu'il est capable en quelques jours de consommer jusqu'à 65% de la population présente. Donc, pour tout prédateur, en fait, il existe une taille optimum de proie. Si elles sont trop grosses, et difficiles à tuer, eh bien, elles peuvent occasionner des risques de blessures. Donc, généralement, le prédateur ne s'y aventurera pas, sauf en cas d'extrême nécessité, en période de disette. Et voilà, ou à moins de développer des stratégies pour être plus fort et notamment chasser collectivement, chasser en groupe. Un des exemples les plus connus sont les loups, par exemple, ou les lions qui ont pour habitude de chasser en groupe. Mais les araignées le font aussi chez nous. Donc c'est vrai que c'est moins extravagant, mais c'est une pratique qui se fait chez nous. Le renard aussi, il y a eu des observations où plusieurs renards, notamment lorsqu'une femelle et ses jeunes, par exemple, eh bien, uniront leurs efforts et pourront développer des stratégies pour être plus performants, notamment dans la capture du lièvre, par exemple. Ou alors, si des proies sont trop petites, eh bien, généralement, il faut en capturer un grand nombre. Alors, le problème, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre le temps passé à ramasser ces petites proies qui, de manière individuelle, donc chaque bouchée occasionnera qu'un faible apport énergétique. Donc, il faut faire le ratio entre
cette grande abondance de nourriture, mais qu'il va falloir picorer, entre guillemets, et l'énergie absorbée, donc un ratio entre l'énergie consommée et l'énergie gagnée. Sachant que, je l'ai déjà dit, mais les prédateurs appliquent une loi, c'est celle du moindre effort. C'est-à-dire que selon l'abondance d'une proie, eh bien, si celle-ci vient à se raréfier, eh bien souvent, plutôt que de s'acharner à la surexploiter et aller chercher, par exemple, la moindre mûre, eh bien, ils s'orienteront vers une autre ressource alimentaire. On en verra quelques exemples après. Donc généralement aussi, les prédateurs vont forcément eh bien, consommer prioritairement des individus qui seront diminués physiologiquement. Donc par exemple, en régulant des espèces, enfin des individus à l'état sanitaire amoindri, et donc dans ce cas, ils auront un gros intérêt pour assainir en fait l'état pathologique des populations animales. Donc en retour, donc un déséquilibre du peuplement prédateur ou sa disparition peut évidemment entraîner de spectaculaires pullulations de leur proie. On l'abordera aussi tout à l'heure à travers un exemple. Donc dans les actes de prédation, on en observe un qui est très particulier, c'est le cannibalisme, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsque la ressource alimentaire n'est pas suffisante pour soit subvenir à ses propres besoins, soit élever convenablement ses descendants, eh bien, on peut observer du cannibalisme, donc qui est une forme spéciale de prédation à l'intérieur d'une même espèce, et dont en fait les individus s'entre-dévorent. Donc, c'est relativement courant dans le règne animal. Ça s'observe chez les araignées, chez les insectes, chez les oiseaux, les poissons, les rongeurs. Je vous ai mis ici une photo de poussins d'effraie des clochers. Et donc, il va adapter en fait la quantité de poussins produits généralement selon la quantité de ressources alimentaires disponibles, souvent des campagnols. Mais si cette ressource alimentaire vient à disparaître, par exemple suite à de grosses inondations, par exemple, inondation de prairies qui détruirait l'ensemble du peuplement micro-mammalien, ferait qu'en l'absence de disette, eh bien, on a observé la consommation de poussins d'effraie des clochers par les grands frères, voire tués par les parents pour alimenter les grands frères. Voilà. Sachant que généralement, c'est le plus petit qui est consommé en priorité. D'abord parce que c'est le plus faible, et puis parce que les plus forts ont une chance de survie qui est supérieure. Alors, la prédation existe aussi dans le monde végétal. Par exemple, les plantes carnivores. Alors, ce groupe-là est connu en Bretagne parce qu'on a la chance d'avoir des habitats qui en hébergent encore. Donc, généralement, on trouve ce genre de particularité dans des milieux très oligotrophes. En fait, ces plantes ont développé une stratégie de capturer des insectes pour en extraire en fait leur azote. Voilà, donc différentes espèces existent chez nous. Les Drosera sont les plus connus, mais il y a également, par exemple, la grassette du Portugal ou encore l'utriculaire. Donc à chacun sa place, c'est-à-dire qu'on l'a expliqué, les prédateurs ont développé au gré de l'évolution des adaptations morphologiques pour justement pouvoir exploiter des ressources alimentaires sans entrer en concurrence avec d'autres espèces. Ils ont développé d'autres stratégies en fait pour éviter d'entrer en concurrence. Et donc pour chaque espèce, on pourra observer ce qu'on appelle la niche écologique. Donc chaque espèce vivante s'insère dans les mécanismes d'un écosystème, c'est-à-dire que chacune va constituer en fait, l'analogie est bonne, comme si c'était le minuscule rouage dans la machinerie d'une horloge. Chaque espèce va jouer un rôle, remplira des fonctions qui seront les siennes, et sa place est primordiale dans l'écosystème puisque la fonction qu'elle pourra remplir ne sera pas forcément assurée par une autre espèce. Donc l'habitat ne suffit pas en fait à définir la niche écologique d'une espèce. Il faut pour cela identifier cette espèce, donc ce qu'elle mange, donc connaître son régime alimentaire, aux dépens de qui, par qui elle est mangée, donc connaître ses proies, quelle place elle occupe dans le réseau trophique, est-ce un consommateur primaire, consommateur secondaire, peut-être un parasitoïde, connaître les conditions nécessaires à sa reproduction, avec qui elle est en compétition, avec quels partenaires elle fonde des associations, etc., etc. Donc, toutes ces questions en fait auxquelles on doit répondre nous permettent
d'identifier en fait les niches écologiques et de mieux engendrer leur prise en compte et leur préservation dans nos écosystèmes. On va définir la niche écologique de cette façon. Elle traduit en fait la relation fonctionnelle qui lie un organisme à son écosystème. Sachant que la coexistence est impossible entre deux espèces ayant une niche écologique identique. L'une finira par éliminer l'autre. Donc, il y a ce qu'on appelle un principe d'exclusion compétitive. Je vous ai mis un exemple à l'écran avec deux espèces donc très très proches l'une de l'autre au niveau écologique. Il s'agit de l'Hippolaïs polyglotte, donc qui est un migrateur transsaharien qui vient se reproduire chez nous, et l'Hippolaïs ictérine, qui a à peu près la même écologie. Il se reproduit, enfin, il hiverne également en Afrique. Sauf que, au gré des compétitions, ils se sont carrément partagé l'Europe en deux. C'est-à-dire que l'Hippolaïs polyglotte fréquentera le sud-ouest de l'Europe, tandis que l'Hippolaïs ictérine utilisera plutôt le nord-est de l'Europe. Elles ont quasiment, elles utiliseront les mêmes habitats pour se reproduire, elles auront les mêmes ressources, les mêmes exigences alimentaires, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, les deux espèces se sont carrément séparées géographiquement. Alors qu'à l'origine, ça devait être ils avaient sans doute un ancêtre commun. Alors la haie, on va se recentrer un petit peu sur la haie dans son paysage, donc présente une étonnante diversité de niches écologiques. Je l'avais abordé à l'UDEAC en 2019. Et dont l'exploitation est optimisée, donc chaque espèce va plutôt exploiter de manière optimisée son milieu et ses ressources. On peut avoir parfois, même à l'échelle d'une haie, des êtres vivants qui seront très proches, qui vivront en bon voisinage dans un milieu, mais en évitant toute concurrence directe. C'est-à-dire que voilà, ils vivront l'un à côté de l'autre, mais tantôt l'un exploitera, comment dirais-je, par exemple des vers de terre, tandis que l'autre chassera des micro-mammifères. L'un consommera, on les a à l'écran, des primes vertes, tandis que l'autre s'alimentera de jacinthe des bois. Donc voilà, ils vivent en interaction, ils sont proches l'une de l'autre, mais entrent à aucun moment en compétition. Donc les différences portent sur, généralement, je viens de l'aborder, la spécialisation alimentaire, mais également le partage de l'espace ou le partage du temps. Donc ça, c'est une notion qu'on aborde assez rarement, mais je vous ai mis deux exemples. Si on regarde les plantes vernales, en fait, elles ont donc les plantes qui vont fleurir au début de printemps. Donc ici, on a un joli cortège, une photo prise à l'Ogiviplouras, pour ceux qui connaissent, sur le bassin versant du Léguerre, où on a des primes verts à caules, on a de l'ail des ours, on a du saut de Salomon, on a de la Ficaire fausse renoncule, on a de la jacinthe des bois. Au moins ces 5 espèces de plantes que je viens de citer fleurissent au printemps. Donc à un moment où il y a encore très peu d'insectes pour les polliniser, très peu d'autres plantes pour engendrer une concurrence, et surtout leur développement est possible parce que le feuillage des arbres n'est pas encore développé. Donc voilà une stratégie qu'ont développé ces plantes pour fleurir en fait avant les plantes qui seront les plus dominantes dans l'écosystème dans lequel elles seront, et en particulier, pour ce cas-ci, la haie. Un autre exemple, à travers ces deux espèces de rapaces, qui exploiteront la même ressource alimentaire, c'est-à-dire que toutes deux utiliseront comme abri la haie, mais par contre, elles se retrouveront dans les prairies pour chasser les campagnols, par exemple, tous les micro-mammifères, ça va constituer l'essentiel de leur régime alimentaire, sauf qu'il y en a une qui a développé une stratégie, celle de chasser le jour, ici le faucon crastrel, en position ce qu'on appelle de Saint-Esprit, il fait du vol sur place pour repérer sa proie, versus une chouette hulotte qui, elle, a développé la stratégie de s'alimenter la nuit à l'affût depuis un piquet. Donc voilà, donc ici, on a un partage de l'espace pour exploiter la même ressource alimentaire, mais à un temps différent. Si on s'intéresse à d'autres cortèges et d'autres biocénoses de la haie, ici, une représentation des animaux qui vivront dans le talus, donc en tant qu'habitat notamment de reproduction ou d'abri ou d'alimentation, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces terriers creusés par cette faune sera squattée par beaucoup d'autres espèces, y compris pour s'y alimenter, notamment les arthropodes.
Donc ici, voilà, on y voit de nombreuses espèces, hein, comme le renard, le blaireau, donc qui seront, ou le lapin de Garenne, qui seront des bons architectes du sol en réalisant des terriers, puisque ce sont des espèces terricoles, donc qui vivent la journée dans un terrier, donc ils ont une vie qui, pour la plupart du temps, est ce qu'on appelle hypogée. On a le hérisson qui, lui, squattera facilement le terrier du lapin, du renard ou du blaireau. On a le triton palmé, donc qui, lui, a besoin d'eau à proximité pour se reproduire, mais qui utilisera aussi les terriers, alors souvent de plus petite taille, hein, ceux des micro-mammifères. On a dans le bas à gauche un campagnol roussate, par exemple, une petite faute d'orthographe, qui sera chassé, lui, par le putois. Alors, lui ne creuse pas de terrier, mais il utilisera les terriers du lapin qu'il chasse également. On a une vipère qui, elle, sera plutôt chasseuse de campagnol roussate, mais très liée au talus qui lui favorise une bonne héliothermie. On a le rouge-gorge qui, lui, va régulièrement se reproduire sur les flancs du talus et qui donc aura l'occasion de chasser dans la végétation arbustive qui s'y trouve, ou encore la salamandre tachetée qui squattera également le terrier des autres espèces. Alors, ici, j'aborde un petit peu l'approche habitat, mais ces espèces interagissent entre elles en se consommant, en fait, les unes les autres. Elles ont développé certaines stratégies adaptatives pour justement ne pas entrer en concurrence. Ici, par exemple, une illustration de la belette, de l'hermine et du putois qui réduisent en fait la compétition interspécifique par une répartition de l'éventail des proies disponibles complétée par un dimorphisme sexuel marqué. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'évoquais un peu la taille de leur canine, mais ici, si on voit le poids, donc comme je dis, une belette fait quelques dizaines de grammes, un putois fera 1,8 kg maximum. Donc ici, les espèces avec des poids différents, et bien forcément, leur morphologie va leur permettre de pouvoir exploiter des tailles, des diamètres de galeries qui ne pourront pas être exploitées par un concurrent. Évidemment, un putois ne pourra pas rentrer dans un terrier de campagnol. Par contre, il sera particulièrement adapté pour réguler un lapin de Garenne. Alors qu'une belette, même si elle peut exceptionnellement tuer un lapin de Garenne, elle ne le mangera pas. Par contre, elle aura une morphologie particulièrement adaptée, elle sera spécialisée sur la chasse des campagnols. Évidemment, une hermine aura une position intermédiaire. Ici, pour faire valoir la grande valeur que constituent ces espèces proies, le fourrage, eh bien une représentation pour percevoir la multitude de prédateurs qui seront capables de s'intéresser à la consommation de micro-mammifères. Alors, ceux qui seront le plus présents dans nos haies, dans nos agrosystèmes bocagers, seront le campagnol des champs, le campagnol agreste, le campagnol roussate qui est plus forestier, qui aura du mal à s'écarter de la haie. On aura le mulot sylvestre, hein, qui malgré son nom a une bonne propension à côtoyer et à fréquenter les cultures. Eh bien, ces différents micro-mammifères, dans le même paysage, au même endroit, eh bien, seront la proie, seront l'alimentation d'une multitude de prédateurs. Et ici, on voit là une illustration du cortège riche et varié, avec certaines espèces très spécialisées, hein, comme la belette, ou au contraire, très généraliste, comme le renard. Une espèce plutôt généraliste comme la chouette culotte, ou très spécialiste comme les moussaducs. Très spécialiste avec le busard cendré, plus généraliste avec le busard saint-martin. Vous voyez deux espèces très proches. L'une est sédentaire, l'autre est migratrice, donc un partage de l'espace dans le temps. L'une sera plus puissante dans ses consommations d'espèces. Certes, domineront les micro-mammifères, mais la consommation d'oiseaux sera aussi importante, alors que celle-ci, de taille plus réduite, s'intéresse aux micro-mammifères et aux insectes. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de prédateurs qui s'intéressent aux mêmes espèces fourrages. Il y a des spécialistes et des généralistes. L'objectif, lorsqu'on aménage un territoire, c'est de favoriser tout le monde pour être performant en matière de régulation de ces espèces qui peuvent, on va en parler tout à l'heure, occasionner quelques désagréments à l'égard de l'homme. Voilà quelques illustrations pour illustrer des régimes alimentaires, hein, donc quelque chose important à étudier lorsqu'on veut connaître l'écologie et la biologie des prédateurs.
Donc ici, le fouettulope, plutôt généraliste, qui va consommer, donc c'est sûr, 50% de micro-mammifères, mais parmi ces micro-mammifères, elle sera relativement peu spécialiste, c'est-à-dire qu'elle capturera ce qu'elle pourra capturer. Les musaraignes sont capturées dans une moindre mesure. Donc, la musaraigne étant un bon prédateur d'insectes et de vers de terre. Elle consommera également des oiseaux, mais aussi, par exemple, des batraciens. Donc, elle a cette faculté d'avoir un régime alimentaire riche. Donc, ça veut dire que si une proie vient à manquer, eh bien, elle pourra orienter sa recherche de nourriture vers d'autres espèces. Mais généralement aussi dans le choix de ses habitats, elle est très liée aux arbres, donc dans des habitats, elle est plutôt forestière ou liée au bocage plutôt fermé, donc des habitats qui sont quand même relativement très riches. Une autre espèce qui fréquente pourtant le même habitat, mais qui lui va être beaucoup plus spécialiste, c'est le hibou moyen-duc, donc qui lui s'alimentera essentiellement à 90% de son régime alimentaire est constitué de micro-mammifères. Les oiseaux, en compensation, représenteront à peu près 10% de son régime. Une espèce consommatrice de micro-mammifères, mais ce n'est pas l'essentiel de son habitat, même s'il est bien présent aussi dans le bocage dès lors qu'on a un petit peu de zone humide, c'est le héron cendré, que l'on peut rencontrer à chasser dans les prairies, notamment pour trouver des micro-mammifères, des serpents, des batraciens, des insectes ou des mollusques. Donc, l'étude de ces régimes alimentaires est importante pour percevoir un petit peu toutes les exigences nutritionnelles qu'attendent les prédateurs dans un écosystème. Alors ici, une illustration pour parler du renard, donc qui est quand même très présent en Bretagne, hein, dans notre bocage, très présent partout d'ailleurs en France, même si ces dernières années, il connaît un gros déclin lié à comment dirais-je, à l'apparition de la gale sarcoptique, hein, une maladie donc parasitaire qui a diminué les populations quasiment par 10. En tout cas, ce renard, il est hyper généraliste. Et généralement, en étudiant le régime alimentaire du renard, eh bien, on peut parfaitement percevoir la richesse de l'écosystème dans lequel il vit. Donc ici, une illustration. Donc, c'est des graphiques qui ont été réalisés à partir d'études anglaises. Ici, un exemple où on a une consommation de la garenne à hauteur de 40%, mais également des micro-mammifères à hauteur de 10%, des oiseaux qui représentent un quart de son régime alimentaire, des végétaux, il en consomme chaque année, mais c'est un grand consommateur de fruits, le renard, tous les fruits, hein, que ce soit des mûres, des mûrises, des senelles d'aubépine sont consommés par le renard, également aussi à l'occasion des insectes ou des poissons lors de sécheresse, hein, il est capable de chercher des poissons dans la vase des étangs. Eh bien, le problème, c'est que c'est pas le problème d'ailleurs, mais lorsque une ressource vient à manquer, eh bien, il va bouleverser son régime alimentaire et va exploiter d'autres ressources peut-être plus abondantes ou plus nutritives à ce moment-là. Et notamment les années où le lapin, donc espèce fourrage, hein, qui était à la base de l'alimentation du renard dans cette configuration, eh bien, ne sera plus présent dans celle-ci. Par contre, le renard aura orienté sa consommation, son régime alimentaire vers la consommation de petits rongeurs et de taupes. Alors, lorsqu'on voit des taupes consommées par les renards, c'est signe qu'il n'y a plus grand-chose à croûter dans l'écosystème parce qu'il n'a pas une grande propension à consommer la taupe ou les musaraignes d'ailleurs, qui ont en fait une glande au-dessus de la queue et qui produit une substance qui leur donne en fait un mauvais goût. Tout ça pour dire que le renard, qui est un hyper généraliste, a la capacité d'exploiter une ressource énergétique, parce que c'est valable. Lorsqu'il capture un lapin, c'est un animal qui pèsera 1,5 kg, donc ça l'alimentera, ça couvrira ses besoins quotidiens largement, alors que lorsqu'il doit consommer des micro-mammifères, il faut qu'il en capture beaucoup pour arriver à la même masse ingérée. Oui, je le disais, hein, lorsqu'on étudie le régime alimentaire donc, du renard, on a une bonne perception de la richesse de notre écosystème. Alors, pour continuer, donc ici, un autre compartiment de la haie qui conviendra à beaucoup d'espèces qui interagiront entre elles, c'est l'ourlet enherbé ou les espaces herbacés de la haie, dont la composition floristique en fait
dépendra de l'exposition à la haie, de l'ambiance forestière de cette haie, de la largeur de l'ourlet herbacé, de la microtopographie de l'embase, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un talus ou non, ou de l'ancienneté de la haie, ou encore le type de gestion de pratiques agricoles. En fait, tous ces éléments et paramètres que je viens de citer vont influencer et caractériser le peuplement floristique qui s'y trouvera, puisque chaque espèce végétale a aussi sa niche écologique et donc, de surcroît, déterminera le cortège d'espèces spécialistes ou plus généralistes de consommateurs qui les consommeront. Donc, la biocénose de la haie va être déterminée par la richesse en plantes à fleurs, la richesse en plantes à fleurs à floraison précoce, à la diversité de ces fleurs qui permettront une phénologie de floraison puis de production de graines étalée. Donc, plus il y aura de diversité aussi, plus ça permettra d'alimenter les espèces qui y sont liées sur un long moment au cours de l'année. La répartition entre les plantes vivaces et fleurs pérennes, la présence de ressources alimentaires variées, c'est-à-dire qu'en fait, tout est dépendant, interdépendant, puisque plus il y aura de richesses floristiques, plus il y aura de richesses faunistique spécialiste, un consommateur de végétaux, et de surcroît, au-dessus, dans les étages supérieurs, les prédateurs qui les consommeront. Ça dépendra également du caractère permanent du couvert végétal, de la qualité de la structure de végétation, de la position en interface ou encore de la largeur de la bande. Donc, toutes ces espèces, ici on en a quelques illustrations, vont interagir les unes avec les autres, parfois entrer en compétition, ou pas simplement se partageant et l'espace et le temps. Alors ici, un exemple de proie, d'espèce proie qui sera très présente dans l'ourlet herbacé, c'est le lombric. Alors j'ai volontairement zoomé sur cette espèce parce qu'on l'oublie, mais cette espèce sera très défavorisée par la mise en culture et notamment la reconversion des prairies en culture. Et donc parfois son abondance dans l'agroécosystème peut diminuer. Et l'intérêt de conserver un ourlet herbacé en pied de haie fait qu'on préserve aussi une richesse en lombric supérieure, puisqu'on a vérifié que l'abondance des lombrics dans la bande enherbée peut être 20 fois supérieure à celle que l'on rencontrera dans le champ cultivé. Or, ce lombric est énormément consommé par beaucoup d'espèces. Une étude qui date un peu, qui avait été menée par l'ONCFS, Philippe Granval, à l'époque, avait fait une grosse analyse bibliographique pour savoir combien d'espèces en Europe étaient susceptibles de consommer des lombrics. Et au terme de son analyse, il annonçait le chiffre suivant, 186 espèces en Europe sont connues pour consommer des lombrics. Ça veut dire que les vers de terre sont à la base de nombreux régimes alimentaires. Alors ici, quelques illustrations de notre faune bretonne. Je l'ai mis en haut au centre, la bécasse des bois, une espèce phare qui affectionne vivre en Bretagne, consomme quasi exclusivement des lombrics. Le renard, même si la photo montre un renard avec je crois que c'est un faisandot dans la gueule, est un grand consommateur de lombrics, tout comme le blaireau ou le sanglier. Les oiseaux, donc beaucoup d'oiseaux vont consommer le lombric. J'ai mis une illustration ici puisqu'il en consomme quasi exclusivement et ça représente plus de 60% de son régime alimentaire, le merle noir, mais on aurait pu citer aussi la grive musicienne. L'alouette des champs, qui va plutôt être granivore, en fait, aura besoin du lombric et des insectes, mais notamment le lombric lors de la période d'élevage de ses jeunes. Bon, j'ai mis une photo du crapaud ou de l'orvet fragile qui sont et un amphibien et un reptile qui vont consommer beaucoup de lombric. Une photo de hérisson de surcroît en train de consommer un lombric qui va en consommer énormément, tout comme la musaraigne musette ou encore ce carabe à reflet d'or qui est en train d'en malmener un. Voilà, pour dire que tout à l'heure, on avait une illustration de l'importance que pouvait représenter le campagnol pour beaucoup de prédateurs. Le lombric représente également une importance majeure pour également beaucoup d'autres consommateurs. Et retenez, mine de rien, 186 espèces de vertébrés européens consomment des lombrics. Donc, il faut prendre soin de ce groupe. Une autre illustration des
des différentes niches écologiques utilisées par des prédateurs dans un ourlet herbacé ou dans une prairie. Ici, c'est la communauté des araignées prédatrices qui, voilà, chacune aura développé des stratégies de prédation, donc en utilisant notamment leurs toiles comme des pièges, mais parfois certaines chassent en meute, chassent à court en meute d'ailleurs, comme l'araignée loup au sol. Certaines chasseront à l'affût dans des terriers, comme certaines petites mygales, ou d'autres attendront patiemment, ici les tomises en haut, au centre d'une fleur pour y capturer des pollinisateurs. D'autres, eh bien, c'est plus classique, tendront des toiles, donc des filets entre deux tiges ici pour capturer des insectes volants, etc., etc. Pour dire que voilà, ces espèces qui sont toutes consommatrices de différents arthropodes, phytophages ou pas d'ailleurs, puisque ce sont des hyperprédateurs dans le règne des arthropodes, des invertébrés, eh bien, ces araignées se sont en fait partagées et les techniques de chasse et l'espace, et également aussi la période d'émergence, d'apparition, pour ne pas entrer en concurrence. En fait. On va monter un peu dans les étages avec l'intérêt de la haie pluristratifiée haute. Donc la haie, et donc comment elle est structurée pour accueillir un maximum de prédateurs. Donc ici, une belle haie avec un bel ourlet herbacé, un bel étage buissonnant, puis des étages arbustifs, ici un ajonc, et puis au-dessus, l'étage arborescent. Eh bien, dans chacun de ces étages, seront fréquentés par des espèces qui n'y vivront quasiment qu'exclusivement. Percevoir quand même que certaines espèces sont capables d'exploiter tous les étages. Par exemple, des araignées qui partiront tous les matins du sol pour chasser jusqu'à la fond des arbres et redescendront le soir. D'autres espèces, comme le pouillot véloce, se reproduira à la base des haies, mais s'alimentera en haut des arbres. Pour dire qu'il y a une organisation au sein de la haie qui accueille donc une faune riche et variée. Donc voilà quelques illustrations, je ne vais pas tous les passer en revue, mais de la faune que l'on peut rencontrer dans les haies en bon état de conservation de notre bocage breton. Donc il figure ici que des espèces bretonnes, simplement la couleur esculaire qu'on ne trouve pas trop en Bretagne administrative, on va dire, mais qui est bien présente en Loire-Atlantique. Mésange alonteux, queue, piquet pêche, le muscardin, espèce très discrète, le troglodyte mignon, l'écureuil évidemment. Voilà. Donc toutes ces espèces en fait vont s'organiser dans la haie. Et pour reprendre l'exemple des araignées, eh bien, qui ont développé donc des stratégies de capture, mais aussi un partage de l'espace. Eh bien, ce qui est vrai dans la prairie l'est aussi dans la haie, avec des espèces qui ne vivent que à la frondaison des arbres, des espèces qui ne vivront quasiment que au sol, avec des toiles en tube ici pour un effet entonnoir, capturer les insectes rampants. Et d'autres qui font ce trajet là, du sol à la frondaison quasiment chaque jour, pour dire que tout est parfaitement structuré, et donc chacune aussi, par rapport au régime alimentaire, aux stratégies, seront capables d'exploiter différentes sources de nourriture, comme les fourmis, les coléoptères, les forficules, des myriapodes. Ici, des espèces plus errantes, nocturnes, exploiteront les pucerons des larves de lépidoptères. Voilà, parce que je ne l'ai pas précisé, mais certaines sont diurnes, donc chasseront le jour, d'autres chasseront la nuit. Enfin, voilà, pour dire que c'est assez formidable de voir cette organisation qui a pu se créer au fil du temps. Pour les oiseaux, eh bien, les différents étages de la haie seront aussi exploités distinctement, avec les espèces qui fréquenteront plutôt l'embase, notamment pour y chasser, merle noir, grive musicienne, il manque un E, faisant de colchite, perdrix grise ou rouge. D'autres plutôt les étages bas très sombres, le rouge-gorge, l'accenteur mouchette, troglodyte mignon. Étages buissonnants, rarement dans les hauteurs, la fauvette grisette. Les autres fauvettes seront plus sylvicoles. Puis plus on monte dans les étages, ici, les espèces vraiment liées aux arbres, comme le verdier, le bouvreuil pivoine, le gouan zizi, la mésange bleue, mésange charbonnière, mésange à queue, tourterelle des bois. Des espèces qui utiliseront les cavités qu'on pourra rencontrer dans le tronc, comme la chouette hulotte, la chouette chevêche ou encore le pigeon colombin. D'autres espèces qui fréquenteront vraiment le tronc pour chasser, à condition d'y avoir des arbres bien développés, donc une haie vraiment pluristratifiée haute, comme la piquet pêche, des
espèces qui se tiendront vraiment à la frondaison des arbres, comme le pouilleux véloce, le pouilleux siffleur, les gris-movis, pigeon ramier, pipe bavarde ou encore piquet pêchette, qui lui chassera vraiment dans les branches fines des arbres. D'autres espèces utiliseront assez haut les branches comme lieu de chasse, mais chasseront dans l'espace aérien de la haie, comme le gobe-mouche gris. Voilà, il se posera sur cette branche, par exemple, il viendra capturer un moustique ou une mouche et reviendra s'y reposer, et il fera ça toute la journée pour s'alimenter. D'autres utiliseront l'arbre et la haie comme lieu de chasse, mais donc souvent les points très hauts, et souvent on y trouvera le faucon cresserelle, la buse variable ou encore la corneille noire. Il y a que toutes ces espèces, vous voyez, cortège quand même très diversifié, sont susceptibles de se trouver sur une exploitation d'une 50aine d'hectares, à condition que le bocage et la haie soient en bon état de conservation. On pourrait y revenir. Les chauves-souris vont aussi exploiter les haies de façon organisée, avec des techniques de chasse différentes, des heures de chasse différentes. Donc, ce sont des consommateurs d'insectes et d'arthropodes ailés. Donc, ils capturent essentiellement leur proie au vol. Certaines chassent sur les feuilles, d'autres chassent au sol, mais bon, c'est un peu anecdotique. Là, pour citer celles qui chassent au vol, en fait, elles vont se partager la stratégie et les lieux de fréquentation. Donc, le grand Nerpinolophe chassera plutôt dans les parties basses, souvent dans les tunnels de végétation créés par les branches basses des arbres. D'autres, comme le Vespertilion Bechstein, Murin de Bechstein, lui, il exploitera vraiment l'ensemble des branches des arbres pour ramasser ce qui s'y trouve. Les sérotines chasseront au-dessus de nos haies ou au-dessus des espaces posés. Les pipistrelles, elles papillonneront plutôt dans l'espace aérien à proximité des haies. Pour peu qu'il y ait une mare ou un étang au pied ou au sein de notre bocage, ce sera un espace privilégié pour chasser pour le Vespertilion de Daubenton. Voilà, pour dire que chez les chauves-souris aussi, afin de ne pas rentrer trop en concurrence, eh bien, il y a un partage, et je vous dis un partage des heures de chasse et un partage des lieux de chasse ou des techniques de chasse. On va aborder maintenant, après avoir vu ces différents points, les conséquences de la prédation sur les populations d'espèces proies et l'impact sur les prédateurs. C'est une illustration d'un renard avec des campagnols plein la gueule. Donc ici, un petit schéma dichotomique pour montrer les effets, l'impact que pourrait avoir des mésanges, ici une mésange charbonnière ou une mésange bleue, sur une population de carpocaps, donc qui sont des insectes défoliateurs ou consommateurs de fruits, notamment de pommes, et donc ça n'en fait pas les amis des producteurs de pommes et de gens qui exploitent des vergers pour en vivre. Et donc, il y a eu des études de fait pour percevoir les effets de ces auxiliaires de culture, si on veut, auxiliaires de production de pommes. Donc, pour 100 larves qui quittent les pommes, donc après une dispersion, il y en a 44 qui quittent l'arbre. Alors, celles-ci sont quasiment condamnées. En fait, les chenilles de ce papillon qui quitte l'arbre sont quasiment vouées à disparaître. Soit elles vont se reproduire, se retrouver au sol et essayer de se transformer et généralement mourir, parce qu'elles ne sont pas dans des bonnes conditions de morphose. D'autres seront prédatées par les insectes prédateurs du sol, notamment des coléoptères comme les staphylins ou les carabes, et d'autres vont rester dans les arbres. Donc sur ces 100 larves, 58 vont construire un cocon dans les pommes ou sur les feuilles des arbres. Sur ces 56 individus, 47 seront capturés par les mésanges. Ce qui veut dire qu'à terme, après cette période de consommation, généralement une quinzaine de jours, sur 100 individus produits, 8 vont émerger. Alors que, en l'absence d'oiseaux, donc on voit des fois des vergers qui sont au milieu de la plaine, qui ne sont pas entourés d'éléments naturels pour accueillir une faune d'oiseaux suffisamment diversifiée pour consommer ces ravageurs. Eh bien, en l'absence d'oiseaux, sur les 56 larves qui se sont développées dans le pommier, 48 vont émerger. Pour dire quand même l'efficacité des mésanges en la matière. Et il s'avère que ces espèces-là ont coïncidé leur période de reproduction avec ces émergences d'espèces proies.
Généralement, ça se passe début mai, vraiment au développement des feuilles ou au développement des pommes. Eh bien, elles ont développé la stratégie d'élever leurs jeunes à ce moment-là, puisque la nourriture est plus qu'abondante. Un couple de mésanges bleus, pour nourrir 7 à 8 poussins durant une quinzaine de jours, une douzaine de jours, va consommer quand même entre 10 000 et 12 000 chenilles. Donc c'est énorme. Donc ils ont la capacité, à condition d'être suffisamment abondante dans le verger, mais de contrôler de manière complètement biologique eh bien, une population d'insectes ravageurs de la culture de la pomme. L'exemple est bon, et aujourd'hui, à tel point que les producteurs sont amenés à favoriser au maximum la reproduction de ces oiseaux et les éléments accueillants pour en avoir de présents dans leur verger. Ici, un graphique pour illustrer en fait la réponse fonctionnelle de la belette aux variations de densité de campagnols agrestes. Donc les campagnols agrestes sont présents dans tous nos bocages bretons, la belette aussi. Eh bien, plus les campagnols deviennent abondants dans les prairies ou les cultures, là c'est le nombre d'individus à l'hectare, eh bien, plus la belette va en consommer jusqu'à avoir un effet significatif sur la population de campagnols, puisque dans ce cas, jusqu'à 50% des campagnols sont consommés par la belette. Une autre conséquence de cette nourriture en abondance et de l'orientation privilégiée de la consommation des espèces proies en abondance va être l'effet sur la dynamique de la reproduction. C'est-à-dire que mes belettes ou ici des hermines vont consommer de façon privilégiée et en extrême abondance des campagnols terrestres lorsqu'ils, comment dirais-je, dominent et sont omniprésents dans le paysage. Ça va avoir pour effet de booster leur reproduction. Et donc, ça va avoir un effet significatif sur la dynamique de la reproduction du prédateur. Et donc, on aura de manière en fait décalée, mais absolument synchrone quand même, une évolution des proies qui suivra la même, enfin une évolution des prédateurs qui suivra quasi exactement, mais avec un décalage, l'évolution des niveaux de population des espèces fourrages. Voilà. Donc, vous voyez ici, la courbe a la même physionomie et est calquée sur l'abondance en fait de la ressource alimentaire. Alors, par contre, lorsque cette ressource alimentaire vient à manquer, alors qu'on est à un niveau de population élevé pour le prédateur, eh bien là, il y a deux cas de figure. C'est soit il peut y avoir une telle disette et famine et avoir de la mortalité, soit généralement, ces prédateurs ont la capacité de reporter leur effort de prédation sur d'autres espèces. Alors peut-être d'un intérêt moindre sur le plan nutritif, mais ils ont généralement la capacité de répondre. Et surtout, c'est qu'à la reproduction suivante, eh bien, le nombre de jeunes sera moins important et ils rééquilibreront de cette façon le niveau de population à un niveau en phase avec l'abondance de nourriture. C'est-à-dire que, en fait, le milieu va, par l'intermédiaire de différents facteurs limitants, contrôler les niveaux de population et des espèces proies et des espèces de prédateurs. Ici, une autre illustration avec l'évolution des populations de putois en lien avec celle du lapin de Garenne. Eh bien, on voit qu'il y a également une belle similitude et une belle corrélation entre l'évolution des deux dynamiques de repos. Alors ici, d'autres informations sur l'incidence de l'abondance des campagnols sur les pontes de hibou moyen-duc. Donc c'est ce que je discutais, ce que je vous expliquais avec les mustélidés, la belette ou l'hermine. Eh bien, ça s'observe aussi chez les oiseaux. C'est-à-dire que lorsque la nourriture est très abondante, ici, eh bien, une augmentation de la proportion de campagnols dans le régime alimentaire du hibou moyen-duc a pour effet donc d'augmenter le nombre d'œufs produits, a pour effet aussi d'avancer la période de la reproduction.
C'est-à-dire qu'il a dû adapter sa période de ponte et sa période d'élevage des jeunes avec l'abondance de nourriture. Autre exemple, ici, l'incidence de la présence de petits rongeurs sur la production de la chouette hulotte. Donc, plus les campagnols, ici, campagnols roussâtres, mais on aura le même effet si c'était des mulots. Il y a eu d'autres études qui ont eu les mêmes chiffres. Plus la proportion de micro-mammifères augmente dans le régime alimentaire de la chouette hulotte, plus le nombre de jeunes produits augmente également. Donc, une adaptation vraiment du niveau de densité des prédateurs à l'importance et au niveau de densité des espèces proies. Alors, on a tout à l'heure vu le pool des prédateurs qui pouvaient s'intéresser aux micro-mammifères. On a vu celui qui s'intéressait, les espèces qui s'intéressaient aux vers de terre. Ici, les espèces qui s'intéressent aux pucerons, donc qui constituent une espèce fourrage d'importance dans nos agrosystèmes. Je le disais, hein, sans l'impact des prédateurs, en une année, ils auraient la propension, un couple aurait ou une femelle parthogénétique aurait la propension à couvrir complètement la surface de la Terre. Donc, au gré de l'apparition de ces pucerons, eh bien, de nombreux prédateurs vont exploiter la ressource, comme des araignées, comme des forficules, plus appelés communément les pares-forêts, des hyménoptères parasitoïdes, les coccinelles, qui est le prédateur avec les chrysopes le plus connu des pucerons. Tout à l'heure, je l'évoquais, hein, entre 100 et 150 pucerons avalés par jour par une coccinelle, vont avoir un effet significatif quand même sur l'évolution des populations de pucerons. Alors, les bactéries ne sont pas en reste, puisque les oiseaux, notamment tous les insectivores, ont aussi cette faculté de consommer des pucerons. Les chauves-souris également, notamment lorsqu'ils sont en phase ailée. Les crabes en consommeront au sol, mais ils ont également la capacité à aller les chercher sur le haut d'un épi de blé, par exemple, etc., etc. C'est-à-dire que de nombreux prédateurs vont s'intéresser à cette espèce fourrage. Juste un point, c'est que dans le cycle de reproduction des pucerons, souvent, ils vont utiliser deux hôtes. C'est-à-dire qu'une première espèce végétale pour pondre, puis à un moment, ils vont migrer vers une autre espèce secondaire. C'est important de connaître l'écologie de ces pucerons pour savoir quelles espèces de plantes ils utilisent, ne serait-ce que pour pouvoir aussi préserver quelques populations quand même de pucerons présentes, notamment lorsque les cultures sont récoltées. Il faut que ces pucerons puissent aussi se remiser dans, par exemple, des haies. Alors, le noisetier ou le sureau noir pourront être une nourriture de substitution pour le puceron des céréales. Et à ce moment-là, ils permettront surtout de maintenir les cortèges des prédateurs en maintenant une ressource alimentaire disponible. Alors, par rapport à cette consommation de pucerons, que les prédateurs pourraient avoir en tant qu'auxiliaire des cultures, eh bien, si je n'ai qu'un type de prédateur, j'aurai un niveau d'efficacité qui sera relativement moindre que si j'ai une complémentarité dans les modes de chasse et dans la diversité des prédateurs présents. Donc ici, on illustre la prédation est réalisée uniquement par les carabes, le niveau de prédation est réalisé uniquement par les coccinelles, et lorsque les deux prédateurs sont présents au sein de la même parcelle, eh bien, on a un niveau de régulation des ravageurs qui est nettement supérieur. Ce qui veut dire que la prédation est conditionnée par la présence d'autres prédateurs. Pour revenir un peu à la relation coccinelle-carabe, en fait, le puceron a une comment dirais-je, une action de défense, un comportement de défense qui est de se laisser tomber au sol lorsque les coccinelles vont, comment dirais-je, chasser un épi de blé, par exemple. Donc là, une de leurs réponses, c'est de fuir en se laissant tomber au sol. L'intérêt, c'est qu'au sol, il y a d'autres prédateurs qui les consommeront à ce moment-là. Voilà. Donc la complémentarité des prédateurs feront qu'ils seront beaucoup plus efficaces pour réguler les ravageurs potentiels des cultures. Le puceron, c'est même pas potentiel, il est quand même réputé être ravageur des cultures. Donc,
bien faire valoir cette complémentarité des prédateurs. Et lorsqu'on aménage les paysages, c'est déterminant d'avoir à l'esprit cette notion. À tel point qu'on l'a observé qu'en paysage simplifié, forcément, lorsque la diversité des prédateurs est moins présente, eh bien, le potentiel de régulation des ravageurs est diminué par rapport au contexte où on a affaire à un agro-écosystème riche et diversifié, où existent notamment des éléments semi-naturels abondants pour accueillir une population de prédateurs riches et variés qui auront une capacité de régulation des ravageurs. Ici, c'est l'exemple des pucerons, mais on pourra avoir le même avec les campagnols, nettement accru. Alors ici, un scénario, un différent scénario pour expliquer l'impact des différents prédateurs sur des populations de ravageurs. Donc voilà, ça représente la régulation des phytophages par leur ennemi naturel pour 3 niveaux différents d'interaction trophique. Donc, sachant que l'épaisseur des traits et la taille des flèches indiquent le niveau de consommation, alors que la dimension des figures indique l'abondance de la population. En A, ici, colonne de gauche, on a un niveau moyen de prédation des phytophages, donc qui est associé à une seule espèce de plante, réalisé par un complexe d'ennemis naturels des prédateurs et de parasitoïdes, en situation moyenne. En B, au centre, on a une augmentation du niveau de prédation sur les phytophages suite à l'addition en fait d'un prédateur spécialiste, donc qui entraîne une diminution, vous voyez la taille de mes carpocaps si on veut, qui entraîne une diminution de l'abondance de sa proie et le report de la consommation des autres ennemis naturels sur les autres phytophages. Donc il en résulte au global, vous voyez la taille de mon arbre là, une diminution des dégâts et une plus grande productivité de la plante. En C, donc, on a une diminution du niveau de prédation sur les phytophages suite en fait à l'addition d'un prédateur généraliste qui induit ce qu'on appelle une prédation intra-guilde. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire ce super prédateur va avoir un effet accru sur la régulation de mes carpocaps, là dans ce cas, sauf que c'est pas toujours évident, même si, alors ça attention, il ne faut pas en faire une généralité, c'est plutôt bénéfique d'avoir des super prédateurs, mais c'est pas toujours évident parce que ce super prédateur consommera également ou pourra consommer également des prédateurs directs du carpocaps. Voilà, ce qu'on appelle la prédation intra-guilde. Donc, il en résulte en fait une augmentation des dégâts et une plus faible productivité de la plante. Globalement, quand même, donc voilà, pour replacer les choses dans le débat, lorsqu'on a une belle abondance des prédateurs, et notamment d'arthropodes, consommateurs d'arthropodes herbivores, eh bien, l'effet est plutôt intéressant. Donc, sachant que dans 70% des cas, en fait, le fait d'avoir de la complémentarité, de la redondance et de la facilitation d'accès des prédateurs à la ressource alimentaire, eh bien, aura un réel effet sur la régulation des arthropodes herbivores. Bon, dans 30% des cas, ça a été le contraire. La présence de ces prédateurs va être déterminée par notamment l'importance de la proportion d'éléments semi-naturels dans le paysage. Ici, une grosse étude qui a été menée par Bilter en 2008 et a étudié en fait, les relations entre le nombre d'espèces de 5 groupes d'arthropodes et d'oiseaux et le pourcentage d'habitats semi-naturels, la diversité des habitats et la diversité des cultures. Et il s'avère que plus la proportion d'habitats semi-naturels est forte, plus le nombre de punaises ou de carabes sera nombre d'espèces sera important. A contrario, non, c'est pas contrario d'ailleurs. Également, le gradient de diversité des cultures, plus il est important, plus on aura de prédateurs importants. Là, c'est réel, prédateurs ou arthropodes d'ailleurs. C'est réel sur les pollinisateurs, sur les punaises, sur les carabes. C'est également vrai pour les cirfes, donc la proportion d'éléments semi-naturels, comme la diversité des cultures. C'est important sur l'abondance des araignées et c'est surtout très important sur l'abondance des oiseaux. Ayez bien à l'esprit ce graphique où plus la proportion d'éléments semi-naturels est forte dans l'espace agricole, plus tous les cortèges cités en fait en profiteront. Juste un petit clin d'œil pour dire que plus l'usage de
produits fertilisants notamment augmente et moins la diversité des oiseaux est grande. Donc favoriser la proportion d'éléments naturels dans le paysage. Ici, un graphique pour illustrer en fait la simplification paysagère, donc la comparaison des cinétiques de population du campagnol des champs en milieu bocager et en milieu ouvert. Donc ici, à gauche, on a un milieu très ouvert, un paysage plutôt de plaine, et ici un paysage bocager. On se rend compte, donc là c'est des dates, avril 91, octobre 91, avril 92, octobre 92, donc à différents états période de l'année, pardon. En fait, en milieu ouvert, on observe régulièrement des pullulations de campagnols des champs, alors qu'en espace bocager, donc où les prédateurs sont omniprésents, eh bien, ces pullulations d'espèces s'observent très très peu, complètement à la marge. Évidemment, en bocage, la quantité de prédateurs, on l'a évoqué, est nettement supérieure qu'en milieu simplifié. Ici, quelques graphiques pour percevoir en fait l'intensification agricole et la réduction de la biodiversité. Évidemment, plus on intensifie, plus on simplifie les paysages, moins certains groupes d'espèces sont présents. C'est vrai pour la flore, c'est vrai la flore sauvage, c'est vrai pour les carabes, c'est vrai pour les oiseaux. Voilà la relation entre les rendements en blé et le nombre d'espèces de plantes sauvages, d'insectes ou de carabidés nichant au sol. C'est-à-dire qu'en plus, plus on simplifie, moins ces espèces-là sont présentes, et moins ces espèces-là sont présentes, moins les rendements en blé sont importants, pour dire tous les faits de ce qu'apporte la diversité biologique en paysage agricole. J'ai quasiment fini. Ici, des dessins pour illustrer des complexités paysagères. Donc, c'est l'évolution du nombre d'espèces d'oiseaux selon la structure paysagère. Eh bien, en campagne bocagère dense, on observera jusqu'à 80 espèces. Tout à l'heure, je vous en ai cité quelques-unes que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez et qui peuvent être présentes à l'échelle d'une exploitation. Je n'exagère pas en disant cela. Dès lors que le paysage commence à s'altérer, on y a engendré des assèchements de prés humides, les ruisseaux ont été canalisés, la densité bocagère a diminué, la qualité des haies a diminué également avec des haies qui deviennent de plus en plus étroites. On n'a plus que 60 espèces présentes. Au gré de l'ouverture des milieux, ici, des haies ont continué à être arrachées, les vergers à haute tige ont disparu, on n'a plus que 40 espèces présentes. Et en pleine agricole intensive, il n'y a plus que 15 à 20 espèces qui arrivent à survivre. Autre chose, par rapport à donc l'intérêt d'avoir des haies dans le paysage ou des éléments, d'autres éléments fixes, c'est de les avoir suffisamment bien répartis dans le paysage, puisque ici, cette représentation fait valoir en fait les grands types de spécialisation dans l'utilisation des habitats cultivés et semi-naturels pour les arthropodes dans les paysages. Pas agricole, mais agricole, vous m'aurez corrigé. Et en fait, la plupart des arthropodes présents, de surcroît prédateurs, n'auront pas tous la capacité d'aller coloniser et exercer des actes de prédation au milieu des parcelles. La plupart d'entre eux resteront chassés au niveau de la haie ou dans un environnement immédiat, vous voyez, jusqu'ici à peu près. Par contre, plus on s'éloignera de la haie, moins leurs effets seront importants. Ce qui veut dire qu'il faut judicieusement répartir les haies dans le paysage afin que la capacité de contrôle des ravageurs par les auxiliaires soit effective jusque dans le centre des parcelles. Lorsqu'on envisage de l'aménagement de territoire, eh bien, il y a deux composantes qu'il faut avoir à l'esprit. C'est quant à l'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité de composition et de configuration. Donc, plus le paysage sera diversifié, mieux ce sera, mais plus il sera aussi structuré et plus l'agencement entre les patchs d'occupation du sol différentes seront diversifiés et complexes, plus ce sera favorable à la biodiversité. Donc la composition, ça va être la diversité d'occupation du sol, mais ici, par exemple, avec seulement 4 types de cultures, si je les répartis de cette façon, eh bien, donc là, de surcroît, j'ai que 2 types de cultures, c'est très peu diversifié. Ici, j'en ai 4, c'est déjà un petit peu mieux, mais imaginez un patch de un carré de 100 hectares, ça ferait des parcelles de 25 hectares chacune. Forcément, la diversité va être
relativement amoindrie. Par contre, il faut jouer ensuite sur l'hétérogénéité de configuration en essayant de favoriser au maximum les effets mosaïques. Et là, eh bien, on a un effet gradient, cette configuration étant la plus optimum pour l'accueil de la biodiversité et l'efficacité de régulation des ravageurs en espace agricole. Sachant que l'hétérogénéité de configuration et l'hétérogénéité de composition sont parfaitement corrélées. C'est-à-dire que plus on a de diversité dans l'occupation du sol dans un agrosystème, plus on favorise de l'hétérogénéité aussi de configuration, qui est même, d'ailleurs ces deux paramètres étant favorables à une biodiversité riche et de surcroît un accueil de prédateurs important pour envisager donc une régulation des ravageurs efficace. Au niveau de l'aménagement et des réflexions qu'on est susceptible de mener donc, dans l'agrosystème, eh bien, aujourd'hui, au niveau de l'agrologie, les concepts qui sont développés, c'est d'avoir donc il y a deux approches différentes. Soit l'approche, ce qu'on appelle bottom-up, en gérant en fait la disponibilité de la ressource et en faisant des aménagements pour être certain que toutes les ressources alimentaires seront présentes dans le paysage pour accueillir un grand nombre de prédateurs et avoir une action de prédation efficace, ou un contrôle top-down en favorisant la présence d'ennemis naturels. Donc les deux sont un petit peu liés, mais les deux approches sont parfaitement complémentaires et ça permet d'avoir une régulation des ravageurs efficace par les ennemis naturels. Et donc de surcroît, ça diminue, je ne l'ai pas dit quand même, mais considérablement la quantité d'usage de produits biocides. Pour conclure, en termes d'aménagement, donc il faut intervenir sur différents paramètres pour accueillir un maximum de prédateurs. À l'échelle de l'agrosystème, c'est d'avoir des aménagements qui sont concertés et agir sur à la fois les espaces agraires et écologiques, par exemple en implantant des zones refuges et des zones réservoirs, en privilégiant la réservation de surfaces pour des cultures pérennes, des prairies par exemple, en facilitant ou en conservant l'implantation de corridors écologiques ou de zones de connexion. Les haies, évidemment, y jouent un rôle prépondérant, en optimisant la forme et la surface des structures agraires par rapport à l'efficacité de la colonisation de la parcelle par les prédateurs. À l'échelle de l'exploitation, donc en envisageant donc, des actions individualisées des différents systèmes de culture, donc en implantant des plantes pièges et des plantes refuges pour les espèces fourrages, mais aussi pour leurs prédateurs, en aménagement des bords de parcelles et des espaces non cultivés, c'est primordial. Rappelez-vous l'importance de la proportion d'éléments naturels ou semi-naturels dans l'agrosystème. En créant des zones de compensation écologique, en réfléchissant à l'assolement et aux rotations. Donc, plus les cultures sont diversifiées, plus c'est efficace pour l'accueil de la biodiversité et donc pour favoriser l'action de prédation. À l'échelle de la parcelle, eh bien, c'est de limiter les labours qui ont pour objet de quand même sacrément bouleverser la partie superficielle du sol et par exemple ont un impact hyper négatif sur la préservation des vers de terre. En ayant une fertilisation raisonnée, en réalisant autant que possible un semis sous couverture végétale. Moins la terre est mise à nu, mieux c'est, soit pour la qualité de l'eau ou pour l'accueil de la biodiversité. Donc faire en sorte qu'en ayant des cultures associées et intercalaires, et si intéressant, même si c'est toujours intéressant de conserver des chaumes en place pour les espèces granivores, ne l'oublions pas. Implanter des bandes enherbées ou fleuries, privilégier forcément le végétal local et donc une végétation naturelle versus des plantes ornementales qui n'ont pas grand-chose à faire dans nos écosystèmes naturels. Implanter des plantes pièges pour des fois capter et détourner l'attrait d'une culture par des ravageurs et en envisageant des rotations des cultures réfléchies. Voilà différentes, comment dirais-je, points sur lesquels on peut intervenir pour favoriser au maximum d'abord l'accueil de la biodiversité, puis également favoriser la fonction de prédation qu'on attend au sein des parcelles et notamment le rôle d'auxiliaire que peuvent remplir les prédateurs à l'égard de la régulation des ravageurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci David. Je suis désolée pour tout le monde, il y a eu des petits soucis de son. Ça l'a
fait quand même, mais bon, ça coupe pas mal. Voilà, j'ai pas Désolé, réussi. j'espère que vous m'avez quand même entendu. J'aurais pu m'interrompre s'il avait fallu. De toute façon, je vois pas ce qu'on pouvait faire pour le son. D'accord. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est le temps d'échange. Avec plaisir. Ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez, lorsque vous voulez parler, vous désactivez votre micro et vous posez votre question. Si on voit que tout le monde fait ça, on fera en sorte que je proposerai dans ce cas-là que ceux qui veulent prendre la parole marquent leur nom et dans ce cas-là, je dirais aux personnes à chaque fois à tour de rôle de prendre la parole pour éviter tout souci. On va voir déjà si on arrive à se gérer entre nous. Donc, ceux qui veulent poser des questions, je vous invite à tout simplement désactiver votre micro, poser votre question et ensuite recouper le micro pour laisser David répondre et éviter les interférences. Je vous remercie. Je quitte le diaporama? Oui, tu peux quitter le diaporama, comme ça on te verra. Voilà, je suis à vous. Je vous ai laissé sans voix. Si vous préférez, vous pouvez poser vos questions, sinon via la bulle de conversation. Il suffit de taper son texte et David lira la question et y répondra. Ça peut être aussi cette solution-là, comme vous voulez. Alors c'est vrai qu'il y avait des questions. Je peux remonter éventuellement dans les quelques questions posées. Oui, tu peux. N'hésite pas à lire la question. Henri Pierre disait, oui, en effet, sur mon territoire, Effray, Hulotte, Chevêche, Moyen-Duc se partagent l'espace et le temps avec le même régime alimentaire. Alors, ils n'ont pas tout à fait le même régime alimentaire. Après, si dans ton territoire, tu as encore de manière bien présente ces 4 espèces de rapaces nocturnes, c'est que le paysage bocager, je pense, doit être particulièrement riche, notamment avoir encore la présence de la Chevêche et du Moyen-Duc pour peu en bonne densité, c'est plutôt un privilège puisque ce sont des espèces qui ne sont pas aujourd'hui dans un très bon état de conservation. La chevêche est un bon indicateur de la qualité des bocages puisqu'elle a besoin d'arbres creux et d'éléments arborés pour se reproduire, mais elle exploite énormément les prairies pour s'alimenter, que ce soit en consommant des vers de terre ou des gros insectes, notamment coprophages, donc elle est liée aux prairies pâturées. Claire demandait la viperpédiade est en recul en Bretagne. Oui, elle est. Alors, elle est pas dans je crois que les populations sont à peu près stabilisées, même si on ne perçoit pas encore bien tout. Mais elle a sérieusement diminué ces 20 dernières années. Les populations sont très corrélées aux densités bocagères et aux surfaces en lande. Ouais, le niveau de population n'est pas très bon. Alors, c'est pareil, avoir des vipères encore présentes sur son territoire, c'est un bon indicateur. Avec la suppression des haies, on voit apparaître des aigrettes garzettes, grandes aigrettes, cigognes et ronds-garde-bœufs. Alors, c'est pas forcément lié à la suppression des haies, même si c'est des espèces qui apprécient plutôt les milieux ouverts. C'est lié surtout au fait que, contrairement aux espèces que j'ai citées précédemment, ces 4 espèces-là sont en explosion démographique au niveau national. D'où le fauchage avec export. Je ne sais pas ce à quoi tu faisais allusion, Henri Pierre. Évidemment, lorsqu'on fauche et qu'on entretient un ourlet herbacé, mieux vaut l'exporter. Ça permet d'éviter de le rendre trophe et donc de l'hyper-enrichir et de favoriser des espèces nitrophiles. L'oligotrophie, comment dirais-je, permettra des cortèges et des communautés végétales nettement diversifiées. La nouvelle PAC est bref, bocage 3, on verra, c'est en cours de discussion. On espère beaucoup que les éléments naturels et semi-naturels en espace agricole soient un peu mieux considérés et qu'on leur réhabilite les fonctions qu'ils remplissent, et surtout qu'on réhabilite leur conservation, tellement ils sont importants pour la conservation des espèces. D'autres questions? Je vous ai endormi?
Bon. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il y en a une, il y en a deux. Je te laisse les lire si tu veux, c'est dans la bulle de conversation. Oui, Marc, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Il faut encourager la création de haies sur talus pour leur intérêt pour la biodiversité. C'est-à-dire que le talus n'a pas qu'un rôle hydraulique, hein. Il faut vraiment le reconnaître aussi comme quelque chose de déterminant pour l'accueil de la biodiversité. Donc, à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire, bon, on sait qu'on a la contrainte financière, hein, mais chaque fois que l'on peut, que c'est accepté par l'agriculteur et le financeur, planter sur talus. C'est vraiment important. Il crée, il entretient un micro-habitat, microclimat d'importance et ça va vraiment diversifier vos cortèges et la capacité d'accueil de l'exploitation. Alors j'ai une question, Morgane ou Morgan. On parlait de concurrence entre les espèces avec des grosses aires de répartition. On a des espèces bocagères sur lesquelles on constate des changements à cause du réchauffement climatique. Oui, il y a des pygrièges qui commencent à remonter un petit peu vers le nord. La bouscarle de Séti remonte vers le nord. La couleuvre d'Esculape remonte un peu vers le nord. Chez la gale, hein, le parasite du renard, remonte vers le nord et c'est sûrement lié au changement climatique et au réchauffement en l'occurrence. Oui, il y a des espèces qui se répartissent différemment. Alors après, les espèces par contre qui sont plus, on va dire, boréales, comme la vipère péliade, comme le lézard vivipare, y compris comme le chevreuil, risquent de souffrir du réchauffement climatique. L'ourlet herbacé, un conseil sur l'épaisseur pour qu'il soit efficace. Sur la largeur, essayez de mettre, alors j'ai envie de dire 50 cm minimum. 1 mètre, c'est que mieux, et après, plus c'est large, mieux c'est. Sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que l'espace occupé par l'ourlet herbacé n'aura absolument aucun impact, aucune incidence sur le fonctionnement de la parcelle. Bien au contraire, c'est en ayant, je vais dire, cette zone tampon, ça peut permettre de justement, notamment contrôler les risques de colonisation de la parcelle par des adventistes notamment. Une distance idéale entre deux haies pour permettre aux espèces de traverser les parcelles cultivées. Idéalement, si tu peux avoir moins de 100 mètres entre les deux bords d'une parcelle, c'est que mieux. Après, on est d'accord qu'on ne va pas faire des parcelles, ça sera dur de réhabiliter des parcelles d'1 hectare. On considère que il y a 2 études récentes là, qui viennent de sortir qui ont montré qu'à partir de 2,5 hectares de taille de parcelle, il y a un effondrement des populations, enfin des communautés végétales forestières, et à partir de 5 hectares, l'effondrement s'observe sur la faune. Une parcelle de 5 hectares, c'est déjà très grand. Par contre, en termes d'aménagement de territoire, si vos exploitants ne veulent pas forcément diminuer cette dimension, faites en sorte d'avoir des parcelles longues et étroites, de forme donc plutôt rectangulaire, pour faire en sorte justement que l'éloignement entre les haies ne soit pas supérieur à 200 mètres. Voilà, ce serait que mieux. C'est-à-dire avoir cette logique aussi d'aménagement et de redimensionnement ou de reprofilage de taille de parcelles. C'est quelque chose d'intéressant à envisager avec les exploitants. C'est-à-dire ne pas aussi avoir qu'un regard purement hydraulique, mais intégrer le fonctionnement de la biodiversité dans ces aménagements à l'échelle de l'exploitation. C'est intéressant. De même, tout à l'heure, comme Marc évoquait l'intérêt de planter sur talus, lorsque vous le pouvez, c'est une question que tu m'avais posée, Claire Amil, je ne t'avais pas répondu, faute de temps, je t'avais un peu zappé, désolé, mais lorsqu'on peut planter des doubles haies ou des triples haies, c'est-à-dire réhabiliter de vrais corridors de déplacement, c'est que mieux, particulièrement pour l'accueil des espèces forestières. Mais ça s'en ressentira aussi pour les espèces qui fréquentent les 2 habitats, c'est-à-dire et la haie et la parcelle, qui seront nettement supérieures si on a une haie très large. Et donc, de surcroît, la fonction de prédation et donc de régulation des ravageurs, ce potentiel-là sera forcément augmenté.
Voilà, en espérant vous avoir répondu. En attendant que si certaines personnes sont en train de rédiger leurs questions, David, tu m'enverras le diaporama, comme ça je pourrais aussi le diffuser en plus de la vidéo à tout le monde. Bien sûr, je le retouche un petit peu, il y a quelques fautes de frappe, j'ai vu. Oui, eh bien, il n'y a pas de problème. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vous enverrai une petite enquête juste pour avoir un retour sur la webconférence. Bon, je me doute bien que vous allez parler du son, mais voilà, c'est pour avoir des retours sur, des remarques aussi constructives pour améliorer un petit peu la webconférence, le contenu, si vous avez des questions, etc. J'ai peut-être été un petit peu long, je suis désolé. Je pense que ça va. Bon, tant mieux. Enfin, je les ai endormis, donc. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Il y a une question de Marc. Oui, alors oui, bien sûr, Marc, je peux dire 2 mots sur la. Donc, Marc me demande si je peux dire 2 mots sur la prolifération des adventices quand les zones sont trop entretenues. Alors, c'est évident que quelque chose que l'on observe, et je suis surpris souvent que les agriculteurs ne fassent pas le constat eux-mêmes, c'est que c'est les bords de champs qui sont surentretenus chaque année, notamment à l'épareuse. On utilise l'épareuse comme un rotavator, c'est-à-dire où on retourne, on décape la litière et on retourne la couche superficielle, n'a que pour effet en fait de remettre sur à la surface la banque de graines qui se trouvait plus en profondeur. C'est-à-dire que leur action qui a pour rôle de contenir la prolifération des adventices, en fait, elle est complètement contre-productive. Et donc, il vaudrait mieux laisser s'installer un peuplement graminéen herbacé dense où en fait les plantes par concurrence vont parfaitement contenir naturellement les adventices qui sont des espèces de lumière annuelles. L'autre façon de contenir la présence des adventices sur les bords de champs, c'est de laisser la haie, le houppier de la haie se développer et où donc c'est l'ombrage de la haie qui va limiter en fait la présence des adventices simplement par l'ombre qu'elle va créer, puisque je le répète, ce sont des espèces héliophiles et qui dès lors, dès qu'elles n'ont plus de lumière suffisamment, disparaissent naturellement au profit des espèces forestières. Donc voilà, souvent c'est contre-productif. Alors néanmoins, c'est loin d'être si évident que ça. Et le problème, c'est que lorsqu'un peuplement végétal a été perturbé une fois, c'est très très dur de récupérer un état convenable. Et souvent, ça prend plusieurs années. Alors parfois également, des actions qu'on a pu mener, lorsqu'on est envahi par exemple par du gaillet gratteron ou certaines épilobes, voire du chardon, des fois, ça peut être bien de passer un dernier coup d'épareuse appuyée et de ressemer un mélange, une couverture graminéenne très dense, style dactyle fétuque élevé. Donc vraiment pour couvrir très rapidement et donc par concurrence, le dactyle sera, non pas le dactyle, le gaillet gratteron par exemple sera contenu. Des expérimentations qu'on a menées avec la Chambre d'agriculture sur l'aniscate et sainte tréfine et qui avaient donné de très bons résultats. Donc, c'est des choses qui peuvent s'envisager. Lorsque c'est trop dégradé, c'est de se dire on intervient une dernière fois pour réhabiliter et ça fonctionne. Par ailleurs, par la suite surtout, l'entretien par fauche ne doit pas se faire tous les ans et surtout surtout pas en décapant la litière. Donc un passage tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, est largement suffisant et surtout lorsqu'on passe de faucher à plus de 10 cm du sol. Voilà, si je t'ai répondu, Marc. Eh bien, je vous propose de clôturer du coup. Il y a une remarque de Marc en complément. L'impact des coupes rases pour le bois énergie, c'est pas gênant du tout. D'autant si la haie est destinée à être gérée vraiment en taillis, s'il n'y a pas de reconversion d'envisager, comment dirais-je, les espèces forestières ont parfaitement la capacité
d'encaisser un cycle de production de bois ou d'exploitation de bois. C'est-à-dire que tu exploites un taillis. Honnêtement, hein, dès l'année suivante, tu as des rejets qui apparaissent. 2 ans après, généralement, tu as une continuité ligneuse et semi-ligneuse réhabilitée. Et donc, la haie est résiliée dans des délais quand même très courts. Et les espèces, justement, ont cette capacité à résister à une dégradation. Donc, tu viens d'exploiter ta haie, même si la couverture et l'ambiance arborée et forestière n'est pas a été, comment dirais-je, affectée lors de l'exploitation. Les espèces ont le temps d'attendre, alors un certain laps de temps, hein, mais qui peut aller quand même jusqu'à une trentaine d'années pour les carabes, afin de réhabiliter eux leur population. Et ça, c'est pas gênant du tout. Mais par ailleurs, lorsque tu exploites un taillis, Marc, c'est de ne pas forcément le couper à blanc. C'est-à-dire que toutes les petites essences d'accompagnement, de bourrage, hein, les fragons, les houx, certaines aubépines ou des ifs, qui sont de faible valeur marchande, bah, autant les laisser et n'exploiter que les CP de rente, quoi. Voilà les conseils que je pourrais te donner. Bon, il y a des remerciements. Bah, je vous remercie également de m'avoir écouté et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dirais bien bon appétit, mais s'il me paraît un peu tôt. Mais voilà, je vous enverrai, comme je vous disais, le diaporama, la vidéo quand j'aurai fini le montage et une petite enquête pour que vous me fassiez votre retour. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci à toi, Charlotte, et à bientôt. Au revoir.